prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable qui se consomme comme un jus de fruits. Ravi de vous retrouver pour ce 22e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré à la deuxième moitié du mois de juin 2021. Je vais être en compagnie de Marie pendant une partie de l'émission. Bonsoir Marie. Bonsoir. Ça va ? Bien. Un peu épuisé mais ça va. Non, mais ça va. Ça va, très bien. Le sommaire de cette émission, on va commencer avec des sorties de 2021, des sorties salles, avec Médecin de nuit, Sound of Metal, La Nuée, 5ème set, Sans un bruit 2 et Gagarine. Une sortie de 2021 également, mais en SVOD avec Sans aucun remords. Des films d'avant 2021, avec notamment Les Aventures de l'âge perdu ou encore L'échelle de Jacob. Et bien sûr, un vice-versa. Pour terminer, voilà. On se donne rendez-vous tout à l'heure, Marie. Je vais commencer avec la sortie salle et on se retrouve pour la sortie SVOD, sans aucun remords, parce que tu vas aussi nous en parler. Oui. Et aussi, on se retrouvera pour le vice-versa, bien sûr. C'est parti pour les sorties salles tout d'abord. Oui, bonjour, bonsoir. Alors, qu'est-ce que j'ai vu de beau en cette deuxième moitié du mois de juin 2021 en salle ? Eh bien, voyons voir ça. Go ! Médecin de nuit, réalisé par Eli Wegman, on n'est pas passé loin d'un essentiel de l'année. La mise en scène est soignée, la musique des Galperine est comme toujours particulièrement agréable et Vincent McCain est absolument excellent. Mais le film accumule pas mal de maladresse et je crois que j'ai un souci avec Sarah Giraudot. Ça me rend fou, je vois bien qu'elle joue bien et qu'elle dégage quelque chose de très intéressant, mais sa voix me perturbe énormément. Impossible de savoir si elle parle comme ça dans la vraie vie ou si on lui demande d'exagérer un peu le trait. Bref, il a des fulgurances vraiment bienvenues et de belles scènes, mais le scénario manque un peu de crédibilité et s'éparpille un peu trop par instant pour vraiment marquer. C'est vraiment bien, mais on ressort de la salle un peu frustré parce que ça aurait pu être absolument génial. 7, mais pas loin du 8. Sound of Metal, réalisé par Darius Marder, c'est bel et bien la claque annoncée. Le travail sur le son est titanesque, les acteurs sont excellents, Riz Ahmed en tête absolument incroyable, et puis le récit est passionnant et particulièrement touchant. Je pédalerai juste sur la mise en scène un peu trop classique et sur la première scène qui est trop courte, tant elle est géniale, mais c'est déjà un des films de l'année pour sûr, si vous prenez la peine de le voir en salle. PS, dans ce film, Olivia Cooke chante en français, autant vous dire que cette scène vaut à elle seule le déplacement. 8. La Nuée, réalisée par Juste Philippot. Oui, Juste Philippot. Malgré un final un poil décevant, c'est une sacrée claque. Les acteurs sont excellents, la mise en scène est très solide, l'ambiance est totalement prenante et il y a quelques plans qui glacent le sang. Les 100 minutes passent en un claquement de doigts grâce à une montée en tension passionnante et grisante. Je peux comprendre le fait que la dimension sociale du long métrage ait pu décevoir certains spectateurs. Personnellement, je l'ai trouvée pertinente et bien construite, à soutenir en salle, si c'est encore possible. 8. 5ème set, réalisé par Quentin Reynaud, assez bluffé par la crédibilité de l'ensemble, moi qui suis plutôt amateur de tennis. Le casting est très bon, les matchs sont intenses et la musique est vraiment bonne. Un poil déçu par le traitement maladroit de la relation entre les deux personnages principaux, mais j'ai vraiment passé un bon moment. 7. Sans un bruit 2, réalisé par John Krasinski, un peu déçu par cette suite qui se révèle très paresseuse. Si dans la forme c'est toujours de qualité, un vrai sentiment de redite se fait sentir. Des nouveaux personnages introduits au forceps, pas de nouveaux enjeux et quasiment pas de nouvelles idées. Passé la scène d'introduction très réussie, le film n'arrive pas vraiment à passionner et ne retrouve pas selon moi la pure tension que pouvait procurer le premier. Très correctement fait, mais ça manque cruellement de profondeur. 6. Et Gagarine, réalisé par Fanny Liattard et Jérémy Trouille, j'espère que je le dis bien. Disclaimer avant de commencer, une personne a été insupportable pendant le film en faisant constamment du bruit, ce qui m'empêchait d'être complètement immergé. Mais donc, même si c'est parfois maladroit et trop symbolique, c'est un premier film séduisant qui fourmille d'idées et qui bénéficie d'une mise en scène très solide. Je n'ai pas été complètement convaincu par les acteurs et les personnages, mais l'OST très réussi et quelques très belles images ont suffi à globalement me charmer. Imparfait mais prometteur. 7. Voilà donc la suite maintenant. Voilà pour les sorties salles. On va parler maintenant d'une autre sortie de 2021, mais cette fois-ci en SVOD, sur Prime Video plus précisément. Le film c'est Sans aucun remords, réalisé par Stefano Sollima. On l'a vu ensemble avec Marie. Tout à fait. Est-ce que tu veux commencer à en parler ? Je commence peut-être Non, pour l'aspect... Parce que, en fait, je crois que, pour résumer, on peut dire que toi, bof. Moi, plutôt bien.
Mais c'est vrai que je suis pas du tout, objective, vu que bon, c'était Michael B. Jordan, donc à la limite, vas-y, commence à dénigrer, puis je relèverai après. Quand même, je suis. Non, mais j'ai pas autant aimé que toi, mais je suis un peu. Oui, mais moi c'est plus que bof. Je suis très partial. Bref, du coup, sans aucun remords, très vite fait. Donc, c'est un film adapté de l'œuvre de Tom Clancy. C'est ça. Qui va d'ailleurs également donner des jeux vidéo dans un premier temps, mais là, c'est un long métrage. Tout à fait. Donc, avec effectivement Michael B. Jordan dans le rôle titre. Juste avant de parler du film vite fait, Stefano Sollima, pour parler un peu du metteur en scène, c'était quelqu'un qui avait travaillé notamment sur la suite de Sicario, enfin d'ailleurs qui avait réalisé Sicario 2. Et c'est un film qui m'intéressait notamment par plus que son réalisateur, par son scénariste, enfin son co-scénariste pour être plus précis, qui est Taylor Sheridan, qui avait été à l'œuvre justement sur les Sicario, mais aussi le premier Sicario de Denis Villeneuve. Il avait aussi écrit des films comme Comancheria, qui était excellent. Il avait réalisé Wind River, qui est un film que j'aime beaucoup. Et donc là, il est à nouveau au scénario pour ce film-là. Et pour le coup, le scénario est peut-être le plus gros défaut du film, et c'est pour ça que j'ai été un peu surpris, parce que je m'attendais vraiment à un scénario assez bien écrit, parce que j'étais assez habitué avec Taylor Sheridan de ça, mais je pense que peut-être que les autres ont peut-être pris plus de place que lui, je suppose. J'en sais rien, peut-être qu'il a fait une fausse route aussi, ça peut arriver. Malgré tout, j'ai apprécié le film. Oui, ça se regarde bien. Ça se regarde bien, notamment parce que, par contre, en termes de mise en scène, c'est vraiment bien réalisé. Stefano Sollima, qui avait déjà été assez bluffant, je dirais, dans Sicario 2, qui n'avait pas à rougir face à Denis Villeneuve, ce qui est quand même pas rien. Ils ont été bien sortis, ils s'en sortent bien aussi également en termes de mise en scène. Les scènes d'action, parce que c'est quand même un film d'action en grande majorité, sont très efficaces. C'est pas. Disons que c'est l'action qui est claire, c'est pas cuté à mort, les scènes d'action sont lisibles, agréables à regarder. Donc voilà, côté action, côté mise en scène, ça fait le taf, vraiment bien, et c'est ça qui nous fait tenir. Mais voilà. Par contre, moi, vraiment, en termes de scénario, en termes de personnages et tout ça, j'ai vraiment eu du mal à accrocher complètement. Et même en termes de casting, je trouve qu'il est assez inégal. Autant Michael B. Jordan fait le taf, je trouve que les autres acteurs sont un peu... sont effacés complètement, je dirais même. Oui. Pourtant, on a des mecs comme Jamie Bell ou Guy Pearce, mais bon, ils sont un peu invisibles, je dirais, et leur personnage, j'en parle même pas. Donc voilà, c'est un chouette moment, mais un film que je trouve malgré tout pas très marquant, et dommage, parce que pourtant, il y avait, que ce soit devant derrière la caméra, il y avait, je trouve, pas mal de... Il y avait un potentiel, qui malheureusement, je trouve, n'a pas été assez exploité. Bon, tant pis... mais ça se regarde quand même bien à voir si vous voulez un dimanche après-midi par exemple. Ah ben voilà, ça c'est une excellente idée. Non, mais ça passe un très bon moment en plus. Oui, non mais... Donc vas-y, mais je te laisse enchaîner. Non, mais après je suis à peu près d'accord avec toi au niveau... Alors moi je suis pas aussi technique, mais j'ai trouvé qu'il y avait d'excellentes scènes d'action. Donc j'ai trouvé que la mise en scène était très très bien réussie. Après c'est vrai que si on pousse un petit peu plus loin, c'est vrai que les méchants on sait tout de suite qui c'est, donc ils sont identifiables rapidement. Il n'y a pas de surprise, ouais, c'est vrai. Non, après en même temps c'était pas c'était pas le but du scénario non plus, parce que d'entrée de jeu on sait quelle est la raison de son combat et on sait pourquoi il n'a aucun remords à se venger. Effectivement, parce qu'il a de bonnes raisons. Après, justement, ça aussi, le point de départ est quand même assez générique. C'est quand même un truc qu'on a vu un peu 100 000 fois. Oui, bien sûr. Mais bon, après, voilà. Mais après, je trouve que Michael B. Jordan a encore fait preuve d'une certaine prestance qui est quand même importante. Voilà. Voilà, et je trouve qu'après Creed, après Black Panther, et on peut presque se poser la question de savoir si en fait Michael B. Jordan n'est pas tout simplement en train de prendre la place laissée vacante donc par les stars des films d'action des années 80-90, puisque là apparemment il est bien parti et que ça fait quand même 3-4 films à son compteur. Parce que je prends Creed 1 et Creed 2. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc voilà, parce qu'il a quand même, il tient le film sur ses épaules d'un point de vue physique, donc c'est quand même... Même si je pense, parce que notamment, alors déjà je sais qu'il a commencé sa carrière dans la série The Wire, mais c'est vrai que pour le coup c'est intéressant de voir un peu l'évolution de sa carrière
en tant qu'acteur parce qu'il il a plutôt commencé dans des films un peu indépendants. Il avait été dans un des premiers films de Ryan Coogler, donc metteur en scène de Creed et Black Panther, qui est Fredwell Station. Et il avait également été dans Chronicle, un de mes films préférés. Et donc ouais, c'est vrai que là, il a l'air vraiment effectivement plus, il a l'air de vouloir plus diriger, je vais y arriver, faire des grosses productions. Oui, des libre à lui, plus importantes. Si ça le fait kiffer, très bien. Mais malgré tout, j'aurais quand même bien le revoir dans des trucs un peu plus indépendants. Par la suite, on verra. Bon, après, il y a un autre petit... c'est dommage, enfin après, parce que c'est souvent un peu le cas des blockbusters, on va dire, c'est que souvent, ça laisse une petite part à... Alors moi, je sais que c'est le genre de truc que t'aimes pas, mais moi, de temps en temps, j'aime bien, parce que par exemple, dans les super-héros, machin, toujours une petite part d'humour qui parfois... voilà, enfin moi, j'apprécie bien ce côté-là. Donc là, il n'y a pas. Oui, c'est ça. Ça se fait bien, ça se fait bien. Oui. Au contraire, moi je suis plutôt mais blagues, non. bon, enfin, de toute façon, franchement, dans l'ensemble, si on apprécie l'action bien épaisse, bien bonne action, franchement, on va y trouver son compte. Donc, regardez-le. Et franchement, un dimanche après-midi pluvieux, ça peut être une super idée. Et après, encore une fois, moi, c'est à chaque fois que je vois un film sur une plateforme USVOD, je suis toujours à me demander, est-ce qu'au ciné, j'aurais peut-être plus apprécié, est-ce que j'aurais peut-être été plus... C'est possible. Parce que c'est vrai que le format fait que scène d'action, rebondissement, enfin, parce qu'on s'ennuie quand même pas du tout, ou très peu dans ce film, parce que ça s'enchaîne très vite. Et c'est vrai qu'au cinéma, sur grand écran... Je pense qu'au cinéma, j'aurais encore plus pris la gueule les scènes d'action, et je pense que j'aurais peut-être plus pardonné des erreurs de scénario. Je suis d'accord, mais bon. Parce que justement, et pourtant, moi, je suis plus technique que scénario. Et peut-être que vos ciné, j'aurais peut-être plus apprécié. Bon, bref. On vous laissera après, évidemment, juger. Voilà. Il est sur Prime Video, donc. Voilà donc pour les sorties de 2021. On passe aux films d'avant 2021. C'est parti. Oui, bonjour, bonsoir. C'est Romois pour les films d'avant 2021. Go! Les Aventuriers de l'Âge perdu, réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1981. J'ai enfin découvert un film que tout le monde a déjà vu. C'est sans surprise, très bien filmé et plaisant à suivre. Harrison Ford crève l'écran et la musique emblématique n'a pas volé sa réputation. Je trouve malgré tout qu'il a quelques maladresses dans l'écriture et que certaines scènes s'enchaînent trop vite. Le long métrage me semble parfois confondre rythme et rapidité. Je ne suis donc pas complètement conquis, mais c'est évidemment un divertissement de haute volée particulièrement efficace. 7. Aguirre, la colère de Dieu, réalisé par Werner Herzog, sorti en 1972. Avant toute chose, j'ai bêtement lancé le film un peu avant minuit, alors que j'étais déjà un peu fatigué. Fatalement, j'ai lutté pour ne pas m'endormir, mais ce n'est pas la faute du film et il faudra que je le revoie. Parce que la mise en scène est dingue, parce que les acteurs sont incroyables, et parce que cette ambiance onirique est unique. Mais oui, c'est très très lent. En conclusion, il faut que j'arrête de lancer des films oniriques à minuit. 7. Mais ça changera sûrement à l'avenir. Sexy Dance, oui, réalisé par Anne Fletcher, sorti en 2006, c'est pas horrible à regarder, mais bon sang que c'est convenu, cliché et prévisible. Les chorégraphies ne sont pas mauvaises, mais c'est filmé avec tellement de platitude qu'on en profite assez peu. Reste des acteurs corrects et une tentative de réflexion sociale souvent maladroite, mais assez sincère. 5. Et enfin, L'échelle de Jacob, réalisé par Adrian Lyne, sorti en 1990, un bon film qui a le mérite de proposer un traitement original des traumatismes de la guerre du Vietnam. Tim Robbins est excellent, il a certaines fulgurances dans les visions horrifiques, et c'est plutôt bien filmé. Malgré tout, certains éléments vieillots et quelques longueurs empêchent le long métrage de pleinement briller. Ça reste un 7. C'est tout pour moi, voici le vice-versa. Voilà pour les films d'avant 2021, il est temps de terminer et de conclure donc cette émission avec le vice-versa, enfin. Alors, on va être transparent tout de suite, normalement ce vice-versa devait être prévu pour le numéro précédent, mais on a eu un souci à l'enregistrement, donc on va le refaire là pour ce numéro, et voilà, c'est le même vice-versa qui était prévu dans le numéro précédent. Donc, pour rappel, dans le vice-versa, le principe, on impose un film à l'autre selon une thématique, selon une contrainte. Oui. Et donc l'autre, après, la personne à qui le film a été imposé donne son avis. Et donc, évidemment, il faut que l'autre personne n'ait pas vu le film, mais que la personne qui impose le film l'ait vu. Donc, on a fait plusieurs trucs au fur et à mesure. On avait fait un film qu'on n'aimait pas, donc on a posé à l'autre. On a fait des films non américains. Et la dernière fois, on avait essayé de tracer le portrait d'une filmographie en prenant... C'était Sam Mendes. C'était Sam Mendes, exactement. On avait pris un des premiers films du metteur en scène, donc c'était moi qui l'avais regardé, et son dernier film,
c'est toi qui l'as réalisé. 1917. Exactement, et moi c'était l'essentiel de la perdition avec Tom Hanks. Et donc on avait trouvé ça super intéressant et on s'est dit qu'on allait le refaire. Et cette fois-ci avec un metteur en scène où je pense que ce sera plus parlant, parce qu'il a une filmographie ça fait bien plus longtemps qu'il fait des films. Oui, ça, oui. Et cette personne c'est Woody Allen. Et donc, je commence. Tu veux que je commence ? Oui, voilà. S'il te plaît. Donc, toi tu m'as imposé un de ses premiers films, enfin disons un de ses vieux films, on va dire. Oui, enfin. Et donc moi je t'ai imposé un de ses films plus récents. L'écart de sortie entre les deux films est de 28 ans, donc c'est quand même, c'est quand même assez intéressant. C'est sorti en 1977. Oui, c'est ça, le film. C'est ce que j'ai comme date exactement. Donc on va commencer par moi, et donc toi tu m'as imposé Annie Hall, donc réalisé par Woody Allen, sorti donc effectivement en 1977, donc c'est pas son premier film, mais on est quand même plutôt c'est certainement un des plus marquants. Voilà, c'est un des plus connus. Ne serait-ce que par le nombre d'Oscars déjà et de nominations qu'il a eu, mais on en reparlera. Oui, c'est un des plus connus, et effectivement on est plutôt vers le début de sa filmographie. Donc, Annie Hall, je veux pas non plus, ça va pas non plus durer 5000 ans, je vais aller très très vite. J'ai beaucoup aimé le film, je l'ai trouvé drôle, poétique, intelligent, beau, et c'était réalisé avec beaucoup de talent. J'ai trouvé que l'écriture des dialogues était très brillante, j'ai trouvé que l'acteur était excellent, la photographie était très belle, c'était parfaitement rythmé. Bon, après le film est court et malgré tout, même sur un film d'une heure et demie, parfois on peut s'ennuyer, là pas du tout, c'est extrêmement rythmé. Et là où j'avais été assez bluffé, c'est que le film est très verbeux, ça parle tout le temps, il y a énormément de dialogues, et malgré tout le film arrive à pas être bavard. Ce que j'ai trouvé très très fort, c'est vraiment il y a un certain charme qui se dégage de tout ça, notamment avec le personnage de Woody Allen, mais aussi le personnage de Diane Keaton, le duo fonctionne parfaitement bien. Et il y a beaucoup de situations très cocasses qui fonctionnent très très bien. Il y a plein d'idées de mise en scène qui apportent beaucoup de charme à l'ensemble, et surtout qui rend le truc extrêmement digeste. Donc voilà, j'ai trouvé ça très touchant et très attendrissant. Et donc j'ai beaucoup aimé le film, voilà, tout simplement. Je ne sais quoi dire d'autre. En fait, c'est un peu Woody Allen qui se met en scène. C'est ça, il y a beaucoup d'introspection. C'est ça, parce que donc déjà, le personnage s'appelle Alvy Singer. C'est un juif new-yorkais, comme Woody Allen, qui est en psychanalyse depuis sa naissance, je plaisante à peine, comme Woody Allen, qui est avec son égérie Diane Keaton, puisque bon, voilà, ils ont eu une grande et belle histoire tous les deux. Donc, forcément, et puis il est tellement imprégné de l'univers Woody Allen, entre les blagues qui sont sorties comme ça, et que sur le coup, on se dit ouais tiens c'est drôle, et puis que finalement après il y a toujours une raison à une blague, et il y a toujours une explication, enfin donc moi personnellement j'adore ce film, donc et j'aime beaucoup tout ce côté comme tu disais tout à l'heure, donc c'est à la fois fluide, drôle, poétique, intelligent, et c'est donc oui, non, c'est... Voilà, après il peut y avoir des gens qui peuvent être un peu mis de côté, parce que justement ils peuvent se dire que c'est trop autobiographique, c'est trop centré sur lui-même. Voilà, après il faut adhérer au personnage ou pas, c'est au loisir de chacun. Mais factuellement, il y a quand même des trucs qu'on peut difficilement critiquer, notamment dans tout ce qui est mis en scène, etc. Les dialogues et tout ça, c'est quand même assez fort de ce côté-là. Ok, donc on passe à toi. Oui. Et donc toi, le film que je t'ai imposé... quand même, puisque on devait en reparler, donc oui, les Oscars, pardon. Vas-y. En 78, donc il a remporté l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, donc pour Woody Allen, du meilleur scénario de Woody Allen et Marshall Brickman, et de la meilleure actrice, donc Diane Keaton. Faut voir Annie Hall. De toute façon, ça doit faire partie, en tout cas si ça y est pas, faut le mettre dans la liste des 100 films à voir, parce que Annie Hall, c'est vraiment... Il est dans les 1001 films à voir voilà. à Montréal. Il me semble. Voilà, donc... J'ai vérifié, mais il me semble qu'il y est. Parce qu'il y a tout. Puis en plus, tout à l'heure, tu disais, bon, c'est vrai que c'est centré sur le personnage masculin, mais en fait, le personnage féminin a autant d'importance. Non, je parlais pas forcément de personnage. Je parlais du fait... Non, mais oui, je suis d'accord. Le fait que ce soit autobiographique, non. Ouais, à part le fait que c'est un petit bonhomme juif new-yorkais
parano, mytho, enfin bon bref, mais sinon autrement, à côté de ça, le héros est vraiment... Enfin, il a un métier qui est tout Oui, non, mais différent. ça reste le personnage principal, et Mais effectivement, le personnage de Annie Hall, justement, bah oui, il est forcément présent, mais pas tant que ça, finalement, et c'est dommage, enfin, à un moment, enfin, bon, c'est pas choquant, mais disons que, d'autant plus, bon, le personnage de Annie Hall, pour le coup, a lui une vraie évolution au fil du film, Tout à fait. bon, qui est montré, hein, mais bon, malgré tout, voilà, c'est en ça que je dis. Je dis pas que moi je l'ai vécu comme ça, mais certaines personnes pourraient le sentir comme ça, en mode, c'est dommage, le film s'appelle Annie Hall et c'est pas totalement centré sur le personnage d'Annie Hall, mais plus sur le personnage de Woody Allen. C'est pas en mal en soi. Moi ça va pas choquer, mais ça pourrait perturber certaines personnes. Bref, du coup, on passe à toi. Oui. Et donc, moi, le film que je t'ai imposé, donc toujours réalisé par Woody Allen, Oui. c'est Match Point, sorti en 2005. En 2005, oui. Je te laisse donc nous dire ce que tu en as pensé. Donc, Match Point. Je parle un peu de l'histoire, assez succinctement. Juste le synopsis. Hein, c'est simple. Alors, en gros, c'est pareil, je vais pas dévoiler grand-chose non plus, en disant que Match Point, comme son nom l'indique, parle de tennis. Et en fait, Woody Allen a construit son film un peu comme un match de tennis, avec des évolutions, des sets, des points gagnants. Et puis il y a donc aussi une image qu'on voit au début, qu'on retrouve à la fin par rapport à un filet de tennis. Donc au départ, c'est un simple messieurs. Ça devient un double mixte. On reste toujours dans le domaine du tennis. Non, mais la comparaison est... N'est-ce pas ? Et c'est celui qui a le meilleur service qui l'emporte en fait. Et qui marque le plus de points qui l'emporte. C'est dans le film comme dans la vie. Donc le film est interprété par Jonathan Rhys-Meyers, qui fait le personnage principal, Scarlett Johansson, Emily Mortimer et Matthew Gott. Voilà, ça c'est le quatuor principal Voilà, à peu près. C'est le double mixte. Donc sachant que au départ, il y a le personnage principal. Il est issu d'un milieu modeste. Il se fait remarquer par un garçon qui joue au tennis et qui est lui par contre d'un milieu très aisé, donc londonien, puisque ça se passe à Londres. Et donc il va séduire la sœur de ce garçon. Il va l'épouser même. Ça, okay. Sauf que la quatrième personne est donc la petite amie de son copain, et que finalement elle devient aussi sa maîtresse, enfin donc voilà. Bon, c'est un double mix un peu plutôt compliqué, donc voilà. Donc l'histoire en elle-même, elle est un peu à la fois simple et compliquée, parce que ça va pas tout à fait se passer comme ça se passe habituellement. Personnellement, moi qui suis une inconditionnelle de Woody Allen, j'avoue très honnêtement que c'est pas celui que je préfère de Woody Allen. Je n'ai pas retrouvé tout le côté, comment dirais-je, piquant et spirituel des films de Woody Allen. L'humour est pas très présent, et en tout cas c'est... Non. Voilà, c'est pas notable en tout cas. Le film a été tourné au Royaume-Uni, c'est-à-dire donc à Londres, parce qu'en fait, quand Woody Allen a voulu le faire, il n'a pas trouvé entre guillemets, de sponsor américain pour pouvoir le produire, donc il a été produit. Mais sachant que pour le coup, une des contraintes qu'on lui a imposées, donc il y en a eu plusieurs, mais dont une, c'était d'avoir beaucoup, voire essentiellement, des acteurs britanniques. Je trouve pas, mais bon, sans en dévoiler la fin, il est pas moral. Ah non, c'est sûr que non. Donc, c'est... Moi j'ai trouvé ça génial, mais... C'est pas les gentils qui gagnent à la fin. Moi ça me perturbe, parce que voilà, on est plus donc dans la cupidité, le désir, l'argent, la chance. C'est après tout, la balle, si elle tombe d'un côté du filet plutôt que de l'autre, c'est de la chance, c'est pas forcément du talent. Et donc voilà, et puis moi ce côté comme ça, cupidité et amoral, ça me perturbe un peu. Et puis j'ai pas trouvé le mordant de Woody Allen. Donc voilà. Les acteurs sont parfaits, hein, ça, il n'y a rien à redire. Bien que, heureusement, Scarlett Johansson a quand même un peu évolué après, parce que je la trouve pas spécialement... Moi, ça m'a pas choqué quand je l'ai vu, mais... Je sais pas. Bon. Après, tu l'as vu en version française. Oui, aussi, peut-être, oui, ça bien peut, sûr. voilà, je sais pas ce qu'elle vaut la VF, hein, mais du coup, bon.
Oui, je sais pas. Et enfin, donc, de toute façon, à la fin, de toute manière, entre le désir et l'argent, il a choisi. Et c'est pas forcément ce qu'on aurait pu penser et attendre de lui, mais bon, voilà. Non, mais moi du coup... S'il fallait mettre une note à Matchpoint, 12 sur 10. je mets un 5. Ah ouais, donc juste la moyenne, quoi. C'est vraiment... Oui. Parce que c'est Woody Allen. Je monterais peut-être juste à 6 parce que bon, il y a quand même les décors, la photographie, la mise en scène, tout ça est magnifique. Donc il n'y a rien à redire. Mais franchement, l'histoire en elle-même, non, j'ai pas été spécialement. Non, mais je peux comprendre. J'ai pas été scotché. Moi, pour le coup, pour l'anecdote, c'est le premier Woody Allen que j'ai vu. Et je pense que c'est très intéressant du coup parce qu'à mon avis. Peut-être que j'aurais découvert le film bien plus tard, peut-être que je l'aurais moins aimé, possible. C'est peut-être mon problème. Mais voilà. Comme j'ai vu j'ai pratiquement vu, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Je crois que je peux le dire, pratiquement tous les films de Woody Allen d'avant, tous les premiers, d'avant, en tout cas d'avant 2000, ça c'est sûr. Donc forcément, moi je reste sur des films, donc comme je parlais tout à l'heure de Manhattan, aussi bizarre que ça puisse paraître, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser, Woody et les robots, enfin, des films comme ça qui ont marqué vraiment Woody Allen. Donc, voilà, donc je restais sur ça. Et c'est vrai que pour le coup, Matchpoint, c'est presque trop moderne par rapport à Woody Allen, quoi. Bah justement, moi j'y vois une mais certaine, l'évolution, et en tout cas, elle est là. Bah voilà, c'est ça. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie évolution. Malgré tout, on peut quand même toujours y voir certaines de ses obsessions, certains de ses gimmicks. Je sais pas, toujours une espèce d'histoire d'amour toujours un peu compliquée, un peu tortueuse. Un personnage principal qui est un peu torturé, un peu aussi. Le fait que parfois ça se... peut-être que Daniel c'est peut-être pas forcément parlant, mais le fait que parfois ça se joue à rien. Ah oui. Parfois le destin, la vie peut basculer sur quasi rien. Oui, tout à fait. Et non, puis malgré tout, il y a quand même une ambiance. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais en termes de musique, ça va quand même être encore un peu jazzy, je pense, quand même. Parce qu'après, du coup, après Matchpoint, j'ai vu son dernier film, qui était Un jour de pluie à New York, où là, pour le coup, la BO est très jazzy, hein, c'est pas mal, c'est des acteurs qui jouent des acteurs, tout ça, et c'est une espèce de galerie de personnages un peu farfelu, et donc là, pour le coup, il y a aussi, je pense que son style est aussi très, très reconnaissable là-dedans. Il y a effectivement, je pense, une vraie évolution. Je sais pas à partir de quand vraiment elle a commencé, je sais pas si c'est plus dans les années 90 ou peut-être plus dans les années 2000, je sais pas vraiment quel film a vraiment marqué la transition, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Matchpoint, notamment, c'est peut-être la dernière demi-heure, qui bascule dans autre chose, après un événement qui se passe où ça vient presque au thriller, et j'avais trouvé ça assez fou. Mais c'est vrai qu'on a presque l'impression d'être arrivé chez Hitchcock. C'est un peu ça. Par un heureux concours de circonstances. Et moi j'ai toujours aimé quand un film, il y a un moment donné où il bascule dans un autre genre, j'ai toujours trouvé ça assez fascinant. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé le film d'ailleurs. Après voilà, c'est une autre époque. Est-ce que le film est meilleur que Annie Hall ? Objectivement, je pense pas. Mais je trouve qu'il y a malgré tout qui reste très intéressant et non, moi je le trouve très bien. Mais après voilà, encore une fois, chacun de faire son avis. Mais et donc oui, du coup j'ai regardé Annie Hall est bien dans les 1001 films à voir avant de mourir. D'accord. Fameuse liste et pas Matchpoint. Oui. Après, en même temps, ils prennent pas non plus tous les films de la même série. Encore une fois, c'est pas forcément les meilleurs films, c'est ceux qui ont eu un impact au moment de leur sortie. Voilà. De toute façon, voyez-les tous les deux. Voilà, et après, vous ferez une idée. Donc mais je trouve que c'est deux choix intéressants parce qu'il y a une vraie évolution. On sent qu'il y a un changement vraiment sur le ton, sur la façon de faire un peu et effectivement, même presque sur le côté moral, effectivement, parce que Matchpoint est un film qui se finit, la fin n'est pas morale, on peut le dire. Alors, moi j'ai juste un dernier petit truc, mais c'est mon sentiment à moi, hein, quand j'ai eu comme ça, là, c'est un petit peu... C'est que j'ai trouvé, et que dans Annie Hall, Woody Allen laisse un petit peu, vivre ses personnages. Moi je le sens comme ça, hein, que techniquement... Il y a moins de mise en scène sur Annie Hall. Et quand je dis mise en scène, c'est l'acteur il doit se mettre là plutôt que là, de tel profil plutôt que tel autre. Tu vois ce que je veux dire ? Moins dirigés sont plus. Alors que dans Matchpoint, on sent beaucoup plus, donc si tu veux, cette mainmise. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et on les sent en fait, et quelque part ça nuit un peu au film.
Parce que quelque part, autant je sais pas, je suis pas allée regarder donc, tant que ça, mais on a l'impression un petit peu que dans Annie Hall, la confiance était totale par rapport même que ce soit Diane Keaton ou aux personnages secondaires. C'est-à-dire qu'en fait, il leur disait, voilà, je vois bien le truc, toi. Bon voilà, il faut que vous soyez comme ça, pof, tu te débrouilles pour l'être. Moi je filme, j'ai plus d'indications à te donner. Autant, si tu veux, et c'est quelque part c'est ça qui nuit peut-être un petit peu au film, autant dans Match Point, je pense qu'il devait leur dire, voilà, il faut que vous disiez ça à tel moment, que vous ayez cette expression à ce moment-là, et qu'en fait il filmait, et du coup ça donnait un petit peu moins de fluidité au niveau du film. Après le sujet n'est pas le même. Alors donc... oui, non mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi je pense déjà, on est d'accord que Annie Hall est sortie après Manhattan. Il me semble bien que oui. Parce que du coup si c'est le cas, en fait on va dire que Annie Hall fait presque un peu partie d'une espèce de saga de Woody Allen à New York. Ouais, et du coup, je pense qu'avec Annie Hall, il était en confiance parce que justement, ses films d'avant étaient déjà un petit peu dans cette optique-là. Alors que Match Point, je crois que c'était la première fois qu'il tournait avec les Sky Johansson et Jonathan Rhys-Meyers. Donc déjà, c'est des acteurs qui connaissaient moins. Tout à fait. Donc, non, mais je suis d'accord. Mais alors, mais après, non, mais je suis d'accord. Il y a peut-être un truc là. Et peut-être autre chose, je suis d'accord. Et d'ailleurs, pour le coup, il y a une vraie dichotomie. Ouais, c'est pas fou. Parce que autant le personnage de Woody Allen dans Annie Hall est extrêmement bavard, autant le personnage de Sarah est assez taiseux. Oui, tout à fait. Et pour le coup, c'est vrai que pour le coup, il y a un vrai contraste entre les deux. Deux mots que tu places que tu connais pas, c'est super. C'est fou, hein. Il y a un vrai contraste qui est assez intéressant, je trouve, pour le coup, là aussi. Peut-être que là aussi, on peut y voir une vraie évolution, c'est que maintenant, c'est plus le personnage principal auquel il s'identifie, mais peut-être plus... personnage secondaire peut-être, ou je sais pas, peut-être j'en sais rien, mais... non, mais... C'est une théorie, hein, mais... Voilà. Bon, on a bien analysé le film. Ouais, mais voilà, c'est intéressant. Ils sont très bien, regardez-les, voyez-les, et puis profitez-en, faites du... Comment on appelle ça ? Un binge watching. Non, pas trop. De Woody Allen. Oui, si vous voulez, prenez toute filmographie, mais tranquillement. Prenez le temps de voir les films, les enchaînez pas tous d'un coup, ça sert à rien. Tant qu'à faire, autant essayer avec les films de début, dans l'ordre, de voir l'évolution. Ça, c'est toujours un rêve que j'ai, moi, de découvrir des filmographies dans un ordre précis. Ouais. Moi, je l'ai fait quand j'ai eu la chance de le faire avec Tarantino parce que j'avais vu aucun de ses films jusqu'à présent et je les avais tous rattrapés dans l'ordre, c'était ultra intéressant. Voilà donc pour ce vice-versa. Du coup, je pense que pour la prochaine fois, on essaiera de refaire ça, de prendre un même réalisateur et de faire 2 films de sa filmographie. Je trouve que c'est très intéressant comme exercice. Ouais, encore une fois, il faudra trouver un réalisateur parce que. Oui, c'est. Toi, des films que tu peux m'imposer, il y en a plein. Moi, des films que je peux t'imposer, c'est déjà le plus chaud. Mais bon, on va trouver, on n'est pas inquiet. Voilà donc pour ce numéro, merci infiniment de nous avoir écoutés encore une fois. On vous souhaite une très bonne journée, soirée. Le meilleur. Le meilleur tout simplement, exactement. Voyez des films en salle, surtout si vous pouvez, si vous le voulez. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro et de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut! Au revoir.